Il est 19h, bienvenue dans Angle Mort, votre rendez-vous mensuel sur Prune. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Nous sommes ensemble pour une heure d'échange, de réflexion engagée autour des sujets qui font partie de nos angles morts. Ce soir, nous allons commencer par un hommage appuyé à Aboubacar, qui a été victime de l'islamophobie. Autour de la table, les fidèles au poste, Rêve, Chanmarké, Moussa et moi-même, Filsan. Comprendre, c'est commencer à lutter, clarifier, c'est commencer à désobéir. Ce soir, nous tenterons donc de répondre à la question « À qui profite la confusion ?» Et comme d'habitude, pour entrer dans le vif du sujet, c'est l'édito d'Angle Mort. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Ni de gauche, ni de droite. Derrière cette formule prétendument dépassionnée se cache une stratégie ancienne, redoutablement efficace, celle de la confusion politique. Une confusion qui brouille les repères idéologiques, efface les responsabilités et surtout désarme les luttes. Alors ce soir, nous allons clarifier 2 ou 3 choses et répondre à cette question : à qui profite la confusion ? D'abord, rappelons-le, la confusion, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas un simple cafouillage idéologique, c'est une stratégie, une dynamique politique bien organisée, un processus de brouillage actif, des repères, une guerre de positions idéologiques où droite, gauche, modérée, extrême droite et même une partie de la gauche radicale se mettent à partager des mots, des références, des combats, souvent au bénéfice de l'extrême droite. Des alliances politiques hybrides, des partis qui changent de nom tous les 5 ans, une gauche qui renonce à nommer les dominations et se réfugie dans des abstractions républicaines, voilà le paysage. Une dynamique où tout s'équivaut, où tout se vaut et où plus rien ne se tient. Et ce brouillage a des conséquences. L'une des plus lourdes de ces conséquences est l'effondrement de l'antiracisme politique. Pour comprendre cette rupture, il faut remonter à un moment décisif. 1981, l'élection de Mitterrand. L'espoir est immense. Le programme commun fait rêver les classes populaires, les quartiers, les émigrés. La gauche est au pouvoir avec la promesse de justice sociale et de rupture avec l'ordre établi. Mais très vite, en 1983, c'est le tournant de la rigueur. La gauche trahit ses engagements économiques et bascule dans une gestion néolibérale. Le langage change, les mots sont retournés, les clivages deviennent flous. La marche pour l'égalité et contre le racisme, partie des Minguettes, arrive à Paris, portée par l'espoir d'en finir avec le racisme, le mépris et les violences policières. Mais ce moment de clarté va être méthodiquement étouffé. SOS Racisme, une organisation encadrée par le Parti socialiste, est créée pour neutraliser cette colère en remplaçant l'antiracisme politique par un antiracisme moral, inoffensif et parfaitement compatible avec la gestion néolibérale. Et Badge, touche pas à mon pote, vont remplacer les pancartes justice et dignité. Depuis, cette confusion n'a cessé de se renforcer. De la rhétorique de l'intégration en passant par la récupération de la laïcité et la fabrication du problème musulman avec les grévistes immigrés de l'usine automobile Talbot, la gauche institutionnelle a abandonné le terrain. Elle a refusé de nommer le racisme systémique, elle a enterré le vote des étrangers et elle a toléré les violences d'État. Et dans ce flou organisé, l'extrême droite a prospéré. Parce que des ponts ont été jetés depuis cette gauche vers ses thèmes de prédilection, nation, sécurité, identité, laïcité. Après tout, Pierre Bérégovoy, ministre socialiste des Affaires sociales et de la Solidarité, en 1984, n'affirmait-il pas sans ambiguïté « On a tous intérêt à pousser le FN, il rend la droite inéligible, plus il sera fort, plus on sera imbattable, c'est la chance historique des socialistes ».
Mais cette mécanique politique, où l'on gouverne par le flou, où on efface les camps et où l'on concentre le pouvoir, est-elle si nouvelle que ça en France ? Résumons en quoi consiste le bonapartisme. Il s'agit en gros d'une mutation de l'idéologie d'extrême droite traditionnelle, la réaction, dont on a parlé dans l'épisode 1 d'Esprit de parti. Donc une idéologie qui cherche à rétablir une forme de monarchie, une forme de privilège hérité par le sang et une forme de corporatisme. Mais tout ça en douce, sans l'assumer vraiment, et en changeant tellement les mots et les symboles que les bonapartistes arrivent à faire passer ce retour à l'ancien régime pour une défense de la République et de la démocratie. La monarchie, c'est quand une seule personne décide de tout. Et les bonapartistes sont complètement pour qu'une seule personne décide de tout. Mais au lieu de l'appeler roi, ils l'appelleront empereur ou plus sobrement président. Et quitte à renoncer au titre de roi, autant essayer de séduire ses anciens ennemis en se réclamant plus républicain que les républicains. Après tout, Napoléon Ier avait bien osé se présenter comme un empereur de la République. Au lieu de justifier ce pouvoir absolu par la volonté divine, les bonapartistes le justifient par l'intelligence, la force, le charisme, le talent exceptionnel de leur chef extraordinaire, qui est toujours une sorte de surhomme, bref, le culte du chef. Ils le justifient aussi par l'efficacité, parce que, vous savez, la démocratie, les discussions, c'est long, c'est chiant. Non, il faut faire confiance à un grand homme pour agir vite. Ils le justifient aussi par la peur et l'urgence d'un grand danger dont seul un homme providentiel peut nous sauver. Ce danger, ce sera souvent l'étranger, les politiques corrompus, surtout au Parlement, et toutes sortes de gens qui complotent en secret contre vous, dont seul le grand éclaireur a perçu le danger et est capable de vous protéger. Le bonapartisme a besoin d'un danger rassembleur, d'un ennemi commun, et s'il n'existe pas, les bonapartistes n'hésiteront jamais à l'inventer. Le rôle du grand chef est aussi de s'élever au-dessus de toutes les divisions. Il doit rassembler tout le monde en effaçant ces fausses luttes que seraient la lutte des classes ou le clivage gauche-droite. Le bonapartisme a besoin de développer le confusionnisme, de s'assurer que personne ne comprenne plus ce qu'est le clivage gauche-droite. Car contrairement aux réactionnaires, les bonapartistes ont compris qu'une extrême droite qui s'assume de droite n'a que rarement le soutien nécessaire pour gagner des élections. Il leur faut à tout prix convaincre que la gauche comme la droite auraient intérêt à se rassembler derrière leur grand chef. Tout le monde, patron comme employé, opprimé comme oppresseur, progressiste comme réactionnaire, doit oublier toutes les rancœurs pour se ranger bien sagement en rang derrière le leader suprême et arrêter de se plaindre pour se concentrer sur le seul vrai ennemi qui vient forcément de l'étranger. Toute division à l'intérieur du pays sera dénoncée comme une diversion. Le bonapartisme est une idéologie à succès en France depuis Napoléon, et elle a une influence qu'on retrouvera au fil des épisodes d'Esprit de parti dans de nombreux partis. D'autant plus que notre régime actuel, la Ve République, a été mis en place par et pour des bonapartistes. Car le gaullisme est un bonapartisme. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, l'extrait vidéo que vous venez d'entendre est tiré de la chaîne Esprit Critique. C'est un épisode de sa série consacrée au parti bonapartiste. Exactement. Et donc, d'ailleurs, qu'est-ce que Napoléon vient faire dans le sujet de ce soir ? Bon, avant de commencer par Napoléon, comme d'habitude, je vais remonter à la Révolution française. Non, même à la Révolution anglaise, parce que la Révolution anglaise, française et américaine et aussi haïtienne sont les révolutions qui ont donné le là et qui ont fait rentrer, on va dire, le genre humain dans la modernité. Et pour savoir, en fait, pour revenir un petit peu sur la Révolution française, historiquement, la bourgeoisie française a réussi sa révolution. Elle est allée au bout de ce qu'elle voulait. Elle a décapité le roi, aboli les privilèges et ils ont pris la place des nobles. Contrairement à la Révolution anglaise qui, elle, a permis à la bourgeoisie de s'allier avec la noblesse. Exactement. Et la bourgeoisie française, elle aussi, voulait un système un peu hybride à l'anglaise, mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'appelait les Jacobins et les sans-culottes qui ont radicalisé la Révolution française. Et justement, Napoléon, lui, il vient à peu près à ce moment-là. Et bien, du coup, la réponse à ma question, c'est quoi ? Parce que j'avais posé une question et je disais, qu'est-ce que Napoléon vient faire dans le sujet de ce soir ? Napoléon, il vient faire une chose très très simple. En créant le bonapartisme, il vient justement régler les conflits qu'il y avait post-Révolution française et en reprenant à lui
les institutions qui ont été abolies par la Révolution française, d'ancien régime avec tout l'apparat, et en prenant des symboles républicains, il essaye de faire cette jonction-là pour justement installer une république bourgeoise. En fait, et surtout pour aussi répondre à la question, il se trouve que la confusion, c'est l'inverse de la clarté idéologique. Et c'est avec Napoléon qu'arrive cette sorte de confusion qui commence en France et qui s'appelle le ni de gauche ni de droite. Napoléon, c'est le premier qui essaie de tenir les deux bouts et donc de mettre en scène ce semblant de jonction entre deux camps idéologiques qui sont opposés, et qu'une révolution qui va jusqu'au bout est une révolution qui normalement tranche entre les deux. Confirme. Oui, totalement. Mais de toute façon, le confusionnisme, c'est quelque chose, on va avoir l'occasion de le développer dans l'émission, qui va traverser toute l'histoire de France jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et juste après que Napoléon a été défait et il a rendu le pouvoir, il y a aussi son neveu qui va arriver derrière, qui va installer le Second Empire. Mm-hmm. Et c'est sur la défaite de Sedan en 1871, la guerre franco-prussienne, Mm-hmm. que va venir être installée la Troisième République, Mm-hmm. qui va être votée par une chambre royaliste. Mm-hmm. Et donc, cette chambre royaliste, c'est elle qui installe la République. Et dans les années qui vont suivre, le mécontentement reste toujours le même. On a toujours les mêmes problèmes sociaux. Il y a la défaite contre les Prussiens. Mm-hmm. Et c'est dans cette contestation-là que va apparaître un général, comme Napoléon, le général Boulanger, Mm-hmm. qui va être une autre façon de se dire ni gauche ni droite. Mm-hmm. En récupérant le discours social développé par Proudhon quelques années avant. Mm-hmm. Proudhon était un anarchiste et misogyne, qui était le concurrent de Marx à l'époque. Mm-hmm. Et les proudhonistes vont venir fournir une espèce d'aile sociale Mm-hmm. à ce ni gauche ni droite. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'apparaît vraiment cette confusion-là. Mais il y a quand même des clarificateurs pendant cette période-là. Ils occupent pas tout seuls tout le terrain. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'opposer à lui. Clémenceau, qui va au début être, je pense qu'ils étaient là à l'école ensemble, qui était proche de lui. Lorsqu'il va apprendre que Boulanger est financé par des royalistes, va rompre avec lui. Et la gauche, parce que Clémenceau était d'extrême gauche à cette époque-là, vont commencer à le combattre. Et finalement, Boulanger va finir par se suicider et mourir de sa belle mort. Mais malgré tout, il y a des intellectuels comme Barès, qui sont contemporains de cette histoire-là, qui lui va reprendre ce discours social et va commencer à créer un nationalisme hybride, parce que c'est la montée des nationalismes sous fond de on veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Nationalisme qui commence déjà avec Napoléon. Exactement. Mais il y a l'affaire Dreyfus. Est-ce que ça joue un rôle à un moment donné, ou alors la loi sur la laïcité? Est-ce que ça joue un rôle dans cette période-là? Oui, parce que justement, les anti-Dreyfus plutôt, beaucoup venaient de la droite et l'extrême droite, mais aussi de gauche. Et face à ce péril-là, parce que ce qui s'est passé, c'est que sous le fond de cette affaire venait faire alliance, exactement, venir collaborer autour de l'affaire Dreyfus, des gens qui voulaient faire tomber la République. Et la création du Front républicain, qui a vu des socialistes de l'époque, des centristes et des gens de droite, et des libéraux, venir faire alliance pour combattre cette extrême droite qui, post-Boulanger, qui a pris du poids avec le soutien de l'Église. Et j'ai quasiment envie de dire que c'est à ce moment-là que la République s'est installée. La République s'est installée sur un front républicain antiraciste. À la base. Exactement. Et c'est ce qui va permettre d'installer tranquillement, grâce à Waldeck-Rousseau, la loi 1901, la loi sur les associations. Portée par Briand. Exactement. Et Briand aussi, qui a un local. Les deux sont des locaux. Clémenceau aussi a un local. Quand il est local, ils sont de la région. Et Grand boulevard. Exactement. C'est les grands. Voilà, si on met des grands boulevards, alors non, c'est pas par hasard, parce qu'ils ont été importants. Et la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, finalement,
dans ce trouble-là, les gens arrivent quand même à s'organiser et à faire front. Ok. Et du coup, comment on fait le lien avec... Juste après ça, juste après l'affaire Dreyfus, c'est quand même une certaine défaite, surtout la défaite d'une certaine droite, d'une extrême droite, d'une certaine conception de ce qui était être français. L'affaire Dreyfus, c'était une façon d'exclure aussi du corps national, par exemple, les Juifs à l'époque. Et donc, le fait qu'ils aient gagné de ce côté-là, face à ce nationalisme identitaire, et puis de l'autre côté, il y a eu la victoire contre l'Église et donc la loi sur la laïcité. Ça a fait que ça a rendu quand même certains dans une certaine, non pas une clandestinité, mais hors du champ, entre guillemets, républicain. Ce n'est pas pour rien que ça correspond aussi avec l'émergence de certaines ligues, par exemple les ligues patriotiques. Donc, ce qu'on appelle les ligues qui sont devenues les ligues fascistes ensuite, qui ne sont pas des partis politiques, mais qui sont des organisations parapolitiques, des fois souterrains, mais avec des actions et dont à l'époque qui menaçaient la République. Clairement. Mais qui n'étaient pas que d'extrême droite. Ça veut dire qu'il y avait des ligues qui n'étaient pas forcément de droite, mais l'essentiel de ces ligues-là étaient des ligues d'extrême droite. Et puis, il y a eu, donc, l'événement de l'histoire, l'émergence de la Première Guerre mondiale, donc, qui a un peu, comme toujours, fait une sorte de cohésion nationale. On a un ennemi de l'extérieur contre qui on peut se battre, mais tout ça va ressurgir dans l'entre-deux de guerre mondiale. C'est aussi une grande période de confusion. Ah oui, totalement. C'est là où on va voir, comme tu as dit, les grandes ligues, les cercles de réflexion. Là, on est au climax de l'action française, du cercle Proudhon, qui fait une alliance entre encore des socialistes et des gens de droite. Et l'historien Zviternel dit que c'est ça, le proto-fascisme. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces ligues-là, il y a deux personnages qui vont revenir un tout petit peu plus tard. On voit François Mitterrand, quand il était Mitterrand, et pas Mitterrand. Mitterrand. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a des photos de lui qui circulent dans des manifestations dehors les métèques. Dehors les métèques, ouais. Voilà. Et il y avait aussi le grand général de Gaulle qui, à l'époque, c'est un mec qui est né en 1890. Son père, il est contemporain de Boulanger. Et c'était quelqu'un qui lisait Barès, l'intellectuel dont je vous ai parlé, qui faisait justement le lien entre la gauche et l'extrême droite. C'était un grand lecteur et il était secrétaire de Pétain à cette époque-là. C'est pour ça que son fils s'appelait Philippe Pétain. Donc, ces deux personnages-là qui vont être au cœur de la politique française après-guerre, ils viennent de cette époque-là, ils viennent de ces mouvements-là. Et donc là, tu es en train de me parler des deux présidents les plus charismatiques, que ce soit à droite ou à gauche, de la Ve République. Effectivement, De Gaulle qui est justement le tenant de la droite sociale et Mitterrand qui est le socialisme de droite. Exactement. Très bien. Bon, on va faire peut-être une petite pause musicale. Oui, parce qu'on vient de traverser... On vient de traverser la période qui va de Napoléon à De Gaulle. Exactement. Napoléon jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, on va aborder l'instauration de la Ve République. Exactement. Ça marche. Ok. Bobby Caldwell. What won't you do for love? Voilà. Ouais. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. People go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do to do for love. You tried everything, but you don't give up. In my world, only you
I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. Although I only want the best, it's true. I can't believe the things I do for you. What you won't do for love. You've tried everything, but you won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, de retour sur le plateau de l'épisode 8 d'Angle mort, c'est l'instant lexique avec Rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant lexique d'Angle mort. Comme un sage l'a dit un jour, uscire dall'ambiguità significa esporsi. Nous allons ce soir clarifier la formule apolitique avec Rêve. Rêve, c'est à toi. Ah ouais, ok. Maintenant, on fait de l'italien. D'accord. J'étais pas au courant. Non. Donc, apolitique, c'est le mot que je vous propose aujourd'hui. Et parmi les types de rapports à la politique, entendu ici comme conduite des affaires de la cité, l'apolitisme est celui qui est le plus divers dans les acteurs qui s'en revendiquent et surtout le plus opaque, voire confus dans sa définition. En effet, historiquement, des sociologues politiques comme Étienne Schweizgutt le retrouvent dès l'Antiquité chez les épicuriens qui ont théorisé et assumé le désengagement par rapport à la vie de la cité, par opposition aux stoïciens qui, au contraire, adoptaient la valorisation de l'engagement politique comme position doctrinale. Cependant, l'apolitisme, dans ses variations modernes, n'a que peu à voir avec une position philosophique entendue comme précédemment. Si dans le syndicalisme, il renvoie à la charte d'Amiens adoptée lors du congrès de la CGT en 1906, marquant la volonté des syndicats d'autonomiser le camp des travailleurs de celui des partis politiques, volonté que l'on peut également retrouver dans le monde associatif et militant en général, manifestant le refus d'inféoder leur démarche aux objectifs stratégiques et tactiques d'un parti politique. En particulier, l'apolitisme peut aussi traduire un état d'esprit allant de l'ignorance à la défiance en passant par des postures qui cachent un vrai engagement politique. Il n'y a donc pas un apolitisme, mais des apolitiques. Effectivement, et pour y voir plus clair, une taxinomie s'impose. Il y a d'abord l'apolitisme par ignorance, c'est celui qui confond l'absence d'affiliation partisane à l'incapacité de se situer politiquement, voire idéologiquement, avec l'apolitisme. Il suffit d'une discussion rapide avec lui ou elle sur des questions précises aux conséquences politiques pour se rendre compte qu'en réalité, elle est politiquement située, même si elle ne se retrouve pas dans l'offre politique partisane. Cette position peut être le reflet d'un degré plus ou moins faible de politisation provenant moins d'un désintérêt envers la chose politique que d'un manque de temps, d'accès à l'information ou à des espaces de politisation. Il y a ensuite la politique par défiance. C'est celui qui, déçu de la politique politicienne, des alternances sans alternative au gré de la succession au pouvoir des gauches de droite et des droites de droite, finit par s'en détourner et s'enfermer dans un cynisme nourri aux tous pourris. C'est une véritable fabrique de l'apathie, voire du dégoût de la politique qui alimente l'abstention électorale dont ne semblent se soucier qu'en surface commentateurs et acteurs politiques qui ignorent délibérément les raisons de son essor. Il n'est d'ailleurs pas anodin que cette catégorie soit principalement composée des classes les plus marginalisées sur le plan économique et social et surtout qui sont réduites en spectatrices de la vie publique. Il y a aussi la politique par complaisance. Celui-ci se
déclare dénué d'affiliation politique, voire de positionnement idéologique, par, et je le cite, pragmatisme, efficacité, voire réalisme. Il n'est ni de gauche ni de droite et à choisir, il prendrait le meilleur de chaque camp, fustigeant les extrêmes et se faisant chantre de la modération. Il est surtout complaisant car derrière son apolitisme se cache surtout une adhésion à l'idéologie dominante dont le déploiement lui convient car ne l'affectant que marginalement ou même lui profitant amplement. Il tire profit du statu quo et voit toute volonté de changement n'allant pas dans le sens de ses intérêts de classe comme utopique ou dangereux. Et là, je le cite encore. Il est le camp de la raison, mais est très hostile à la contradiction, n'hésite pas à approuver les politiques les plus violentes et les plus répressives au nom de l'ordre et du consensus. Il y a enfin la politique entreprenante. C'est celui qui avance masqué car la révélation de ses véritables affiliations partisanes ou positions idéologiques lui aliénerait l'audience qu'il courtise. Pour celui-ci, la confusion n'est pas un état, mais un outil dont le maniement stratégique lui permet de brouiller les pistes, que ce soit au service de sa boutique ou de sa chapelle. Ces dernières années, divers mouvements et acteurs s'en sont revendiqués. Étienne Chouard et sa constituante devant parler à tout le monde, au mouvement anti-pass sanitaire et ses convois pour la liberté, en passant par celui anti-vax, ou un certain Hugo Clément acceptant de débattre avec Jordan Bardella dans un événement organisé par le Front National sous prétexte que l'écologie devrait être transpartisan et donc apolitique. En fin de compte, nous voyons bien que l'apolitisme est pluriel. S'il est souvent subi par certains par ignorance ou défiance, manié par d'autres par complaisance ou intérêt propre, il est une passerelle soit vers l'apathie ou l'indifférence politique, ou appui de la perpétuation du statu quo social, ou pire, cheval de Troie de la fascisation en marche. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, vous êtes toujours avec nous sur Angle mort et sur Prune avec notre émission « À qui profite la confusion ?» Et pour répondre à cette question, nous avons dans la première partie de l'émission développé des axes autour de... On est parti de Napoléon pour arriver à De Gaulle. Et du coup, après la rubrique lexique, vous avez dit « apolitique de rêve », je suis en train de me demander si la période qui illustre le mieux l'apathie politique qui est le résultat de la confusion, c'est pas celle de Mitterrand à 2005. Mitterrand à 2005, mais plutôt De Gaulle. On peut parler un peu de De Gaulle, parce que c'est ce qui fait le lien avec ce qui vient d'être dit. Parce que De Gaulle, dans l'histoire de France, on a l'habitude de parler de la restauration, comme le fait qu'effectivement, on a restauré donc la monarchie. Mais en réalité, il y a une seconde restauration dans l'histoire française, et c'est la Cinquième République. La Cinquième République est la restauration de la monarchie présidentielle. Et moi, j'en parle toujours. Il suffit de voir le projet de référendum donc constitutionnel qui avait été proposé par Debré au général de Gaulle. Et on y voit dans l'exposé des motifs que le but, c'était de concentrer l'essentiel des pouvoirs entre les mains du président de la République, qui n'est plus intermédiaire comme dans les, on va dire, les républiques précédentes, la Troisième, la Quatrième République, qui est très parlementariste. De Gaulle, c'était un royaliste. Et donc, c'est pas pour rien qu'il venait effectivement de la tradition dont on parlait. Parisienne. Et donc, ce qui fait que quand il a instauré la Cinquième République c'est déclaré comme étant une république, mais à tout d'une monarchie. Et d'ailleurs, en temps de crise, c'est le monarque qui prévaut. On l'a vu très très récemment avec une élection législative gagnée par la gauche. Le président a dit niet. Il ne s'est rien passé parce que c'est le monarque. Donc, en fait, cette Cinquième République-là est une restauration et donc, ça crée de la confusion. Une restauration, tu veux dire un retour Un retour à la monarchie. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de monarchie présidentielle. Parce que, pour moi, De Gaulle a restauré l'ancien régime. Mais comme Napoléon, c'est une sorte de... il a construit son rapport au peuple dans un rapport direct avec le suffrage universel, avec un outil qu'aiment bien les confus et le référendum et tout ça. Les référendums et autres, c'est-à-dire de gouverner par le plébiscite. Et ça ne vient pas de nulle part. Jules César l'a fait, Napoléon l'a fait, mais De Gaulle l'a fait également.
Et ce n'est pas pour rien aussi que ces deux personnages, là on parle de De Gaulle, Et Mitterrand. après il y a Mitterrand. Il avait écrit le fameux livre Le coup d'État permanent, qui était le plus virulent critique de la Ve République. Et qui est pourtant, dans la tradition de gauche, l'incarnation du président modèle de la Ve République. C'est-à-dire, si on va vers la droite, on trouve De Gaulle qui est le référent. Ils veulent tous être De Gaulle. Et quand on va à gauche... La droite sociale. Exactement, la droite sociale. On va trouver le Mitterrand. Mais la droite sociale, en fait, arrive un peu plus... Bon, arrive très tôt, mais quand même pas directement avec C'est Jacques Chirac qui l'a... En fait, si on peut aller vite, on peut dire que quand Mitterrand est élu, il y avait une clarification. C'était le programme de gauche. C'était une grande coalition qui faisait que on savait que c'était la gauche qui arrivait au pouvoir. Donc 1981, c'est une période de clarification. Il y avait une gauche très claire qui arrive au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe en 83? 2 ans après. Le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur. Et qu'est-ce qu'était le tournant de la rigueur? Qui n'était qu'une gauche qui a accepté on va dire, les prérequis néolibéraux et qui a décidé de gouverner à droite. Et quand on décide de gouverner à droite, matériellement, on est obligé symboliquement et politiquement de créer certaines confusions. Dans ton édito, tu en parlais sur les rapports ambigus de Mitterrand avec l'extrême droite. Bon, il y a toute son histoire avec Pierre Bousquet, Vichy. Ok, c'était quand il a été Et qu'il a soutenu aussi médiatiquement qu'elle puisse passer à la télé. Oui. Il avait été décoré, etc. Le livre de Gisbert, de Pierre Péan, était passé par là pour jeter un peu le trouble sur justement le personnage de Mitterrand. Mais Mitterrand, c'est aussi celui qui a effectivement ouvert l'espace médiatique à l'extrême droite, dont Jean-Marie Le Pen, qui jusqu'alors ne décollait pas. Effectivement, ne décollait pas dans les sondages, et c'était la première fois qu'il dépassait les 5%. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement trahison du programme commun, trahison de la classe ouvrière, installation du néolibéralisme, introduction du FN donc dans l'espace médiatique. Et puis ça s'est poursuivi avec Jospin et les privatisations. Les discours sécuritaires, c'est Jospin qui commence à... Ouais. Effectivement, il y a eu le Pax en même temps qu'il y a eu les grandes privatisations, ce qui brouille un peu les lignes. Tu l'as rappelé, il y a eu la récupération de l'antiracisme qui fait que, alors que les ouvriers sont abandonnés, la gauche se présente de manière donc affichée. On va dire la vitrine de la gauche se dit une gauche antiraciste, etc. Proche des minorités. Oui, ce qui nourrit un certain discours réductionniste de classe qui dit qu'en fait, non, mais cette gauche-là nous trahit au profit de ces ouvriers, de ces marginalisés, de ces femmes, de ces... il essaie un peu par les communistes aussi. Oh, bien sûr, ils nous ont mis à une cible dans le dos, clairement, quoi. Que cette confusion nous a mis une... Effectivement. Mais en même temps, Mitterrand, c'est aussi la construction européenne. Hein. Oui, en parallèle de tout ce que Rêve a dit, le tournant de la rigueur, c'est aussi le moment où Mitterrand va revendre à la gauche la construction européenne avec un discours autour de le cadre national. On n'arrive plus à prendre des gains dans le cadre national, donc on va aller dans un cadre régional qui est l'Europe. Et les ouvriers et les travailleurs, parce qu'il va y avoir un marché commun et qu'il y aura une circulation des marchandises et une concurrence saine, pourront gagner en qualité de vie. Et tout doucement, ça nous amène aussi à la création de l'euro et Maastricht, où le président Mitterrand avait vraiment mis... T'as bien remarqué, j'ai dit Mitterrand maintenant. Oui. Que le président Mitterrand avait mis... exactement. Toutes ses forces, ses dernières maigres forces qu'il avait avant de mourir, dans la bataille. Et justement, cette période de flou où on a vu des Séguin, des gens qui disaient qu'ils étaient héritiers de De Gaulle. Ben, vraiment, tout le monde s'était écharpé à gauche aussi sur la construction de Maastricht.
on arrive en 2005, parce que c'est quand on tire le fil, c'est le rôle numéro 2. Parce que Chirac, quand il y a le projet de constitution européenne, Chirac, contrairement aux autres présidents et aux autres premiers ministres des pays européens, lui décide de ne pas faire passer par l'Assemblée et lui dit, je vais faire un référendum, encore la 5e République. Et donc, sur ce référendum-là, patata, qu'est-ce qui se passe ? Le non gagne. Le non gagne. Voilà. Mais le problème de ce nom-là, c'est que nous ne savons pas si c'était un nom de gauche et un nom de droite, ou un nom de droite. Et là, on arrive vraiment à une période charnière, et on arrive vraiment au bout de l'aventure de la confusion, où on n'est plus capable de dire, mais est-ce qu'on dit non à la construction européenne par xénophobie et rejet de l'autre, ou par protection sociale? Oui, parce qu'en fait, le terrain a été aussi préparé par les chevènements à gauche, mais aussi à droite, par des Philippe Séguin, etc. En plus, pour ajouter à la confusion, le hiatus qu'il y a eu entre la majorité des Français qui étaient contre le projet, mais qui voyaient à la télé défiler des éditorialistes, défiler des chefs politiques, que ce soit le PS, que ce soit le RPR à l'époque, etc., qui étaient contre. Et donc, ce qui ajoute effectivement à la confusion. Eh bien, écoutez, on va, après la cam de Moussa, traiter cette période charnière. Donc maintenant, c'est la chronique d'Angle mort de Moussa. Tu veux de la cam ? C'est la chronique Angle mort de Moussa. Quelle intro. Allez Moussa, c'est à toi. Bonsoir. Bon les amis, je sais pas si vous savez, mais il y a des gens qui disent que Hitler, il est de gauche. Parce que dans national-socialiste, il y a socialiste. C'est vrai. Clairement. Écoutez, moi je trouve ça logique. Hein. Tout est dans le nom en vrai. Ouais. Hein. D'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais ça marche aussi pour les pays. Un nom de pays décrit exactement ce qui se passe là-bas. Vous savez ça ? T'as un exemple ? Et tout, bouge pas. Dans un autre pays, quand il y a république, ça veut dire que le pays est en paix. Ouais. Et que dans république, il y a un pays. Du coup, sans le pays, t'as capté ? Oui, c'est capté. Sinon, ça fait la haie. Je sais pas, ça sert à rien. Dans les tribunaux de la haie. Tu vois, c'est pas, tu vois. Donc, ensuite, si à république, tu rajoutes démocratique, là, ça veut dire que le peuple, c'est lui qui commande. Ah ouais, ça Personne d'autre. Là, tu vois. Si tu mets populaire juste derrière, voilà, ça va. Là, c'est le check, ça. Là, le peuple, il vit sa best life. Alors, attends, parce que si, là, tu mets les trois en même temps, c'est-à-dire République, populaire, démocratique, bah là, c'est le jackpot. Champagne gratuit, ticket, resto basket, petit quanti. Par exemple, en Corée du Nord, le peuple, il est au max. C'est-à-dire, même le paradis, il est jaloux. Le paradis, il arrive et dit à la Corée du Nord, ouais, tu me copies, toi, ouais, c'est moi qui ai inventé le paradis, puisque c'est dans mon nom, t'es là, tu me plagies. Ouais, mon paradis, il fait chipper aussi. Non, mais c'est génial, une république populaire démocratique. Là-bas, si tu veux voter, tu lèves la main. Et si tu veux vivre, tu baisses ta main, très vite. C'est pas chacadi à dire. Là, c'est pas ça. Hein, ça s'appelle... Et puis, il n'y a pas de pays qui s'appelle dictature tortionnaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dictature et torture, ça n'existe pas en vrai. Vu que c'est pas dans le nom. Ça n'existe pas. Non, dans les pays où soi-disant ça se passe mal, c'est juste des gens qui ont très envie de vivre surveillés, mais en toute liberté. Voilà. Sinon, ce week-end, j'ai appris l'existence d'une nouvelle couleur de peau. La couleur noire-blanche. Ah oui. Oh là là. Incroyable. Alors en fait, c'est une couleur qui est inventée par une réalisatrice blanche au départ, mais Aurélie Leroc, c'est comme ça son nom, elle a une amie noire. Donc beaucoup de chance. Parce qu'apparemment, elle a emprunté la couleur de peau de son amie, parce que je sais pas si vous le savez, mais la couleur de peau noire, c'est un déguisement. Voilà. Et donc bon, voilà, elle a le droit, elle s'est dit, bon, bah, vas-y, prête-moi ta... Donc la pote noire, elle a dit à Aurélie, elle a dit, ok, je te prête ma couleur de peau, mais elle s'appelle Reviens. Ouais, parce que j'en ai besoin pour me faire refuser un appart. Et la semaine prochaine, je peux pas, j'ai un entretien d'embauche, donc c'est un peu compliqué. Je préfère avoir toutes les chances, mais pas de mon côté. T'as capté ? Ah, mais en ce moment, les gens, ils mélangent tout, Philson. Là, il y a un musulman, il s'est fait assassiner dans une mosquée
pendant sa prière, et juste après le meurtre, le meurtrier a insulté le dieu de la victime. Et là, c'est pas les gens, tout de suite, ils parlent d'islamophobie. Mais depuis quand faut croire les preuves quand elles sont sous nos yeux? Non. Je te pose la question, moi. Non, mais non, mais depuis jamais. Genre, maintenant, faut plus faire confiance aux rumeurs. Non. Voilà. Maintenant, avant de se prononcer sur une affaire grave, faut recouper les infos, Oui. les croiser, vérifier les sources et tout. Oui. Mais ils se prennent pour qui, les gens? Recraquer. C'est news. Tu sais que les chaînes d'infos continues, elles n'ont pas informé sur la mort d'Aboubacar. Elles ont brainstormé à voix haute. Ouais. 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 Parce que en gros, fallait trouver le scénario le moins islamophobe possible. Hein, parce que sinon, ça peut donner raison à ceux qui combattent le racisme depuis des années, tu comprends? Donc, bon, entre assumer la vérité et l'esquiver, le choix est vite fait. Hein. Il y en a même, c'est des pros dans ça. Bisous Pascal. Nantais. Moi, je le vois trop, hein, le brainstorming dans les rédactions d'infos. Tiens, quelqu'un a une idée sur comment gérer cette info-là d'Aboubacar, je sais plus comment il s'appelle, là. Ouais, Julien, vas-y. On n'a qu'à dire que c'était deux personnes qui se connaissaient, qui se sont battues. C'est tout. C'est un peu léger, ça, Julien. Ouais, Stéphanie, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas le budget pour tous les mois. Donc, Stéphanie, c'est... Stéphanie, c'est moi un peu. Ouais, voilà. On n'a qu'à dire, c'est un fidèle a tué un autre fidèle dans une mosquée. Ouais, c'est pas mal ces histoires de fidèles là, comme ça. Ça veut dire Ça reste entre eux. Voilà, c'est entre eux. Donc c'est pas grave finalement. C'est ça, Stéphanie? Ouais. On est sur une bonne piste là, Stéphanie. Fabien, tu veux rajouter un truc? Vas-y, je t'écoute. Ouais, donc c'est la même voix, vous avez capté. En fait, là, le fidèle, finalement, c'est pas un fidèle, mais on peut dire c'est un déséquilibré. Comme ça, on montre qu'on a une info, mais même si ça atténue la gravité du mobile. Ah non, attendez, j'ai un prénom qui a pop-up dans l'histoire là, Abdelkrim Grini. Abdelkrim, c'est arabe. En plus, dans Abdelkrim, il y a crime. Voilà. Bon, c'est un musulman. Hein. Ouais, écoute, Fabien. Là, Fabien, je viens de voir sur X. Abdelkrim, c'est le procureur de la République d'Alès, donc ça va pas le faire. Bon, en gros, je vous passe les détails, mais le brainstorming, il a duré 2 jours. Finalement, le tueur, c'était Olivier, mais le meurtre qu'il a commis n'est pas islamophobe et c'est pas un attentat terroriste parce que Olivier, c'est pas un arabe. Bref, dans tout ça, il y a de quoi tout mélanger. Donc moi, je vais éteindre mon portable, éteindre la télé, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'avoir les idées claires. Merci de m'avoir écouté. C'était Moussa. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Ok, du coup, là, on avait normalement prévu un titre. On le passe ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on passe juste 1 minute, 2 minutes. Vas-y. Il est bien, cette Ouais, je l'adore. C'est Jola Green. C'est Jola Green. Et c'est Macherman, je crois. Macherman. Ouais.
Ah ouais, hein. Ah non, Ouais, c'est... ça bang. Ah, bang, bang. Alors, Arrête. arrête. Maintenant, c'est le moment hors On prend un détour. C'est le moment hors piste d'Angle Mort. Je voulais te présenter en espagnol. Ah, Tu vois, italien, Gracias. espagnol, et j'ai pas eu le temps. ah, Donc, j'ai remarqué ce soir, tu vas nous parler de l'aile gauche de la confusion. exactement. Je ne sais pas encore ce que tu as concocté, mais je te préviens, tu as déjà eu tes 2 minutes, tes 5 minutes de Révolution française. Et tu recommences. Je te coupe le micro. Non, ce soir, ça va être light. On va juste parler des porosités entre les univers Roussel-Ruffin et la droite sociale. Ok, tu peux commencer alors. Après des années passées à tenter de se débarrasser du productivisme, une partie de la gauche qui joue parfois avec la confusion semble réhabiliter une certaine mythologie productiviste. Cette dernière, héritée d'un producérisme qui, sous couvert de défendre les travailleurs, flirte de plus en plus avec des imaginaires réactionnaires. Alors, juste avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut que tu nous dises ce que tu entends par producérisme. Le producérisme est une idéologie qui valorise avant tout tous ceux qui produisent matériellement. Les ouvriers, les artisans, les agriculteurs, souvent opposés à ceux perçus comme des improductifs, rentiers, spéculateurs, bureaucrates ou les groupes considérés comme étrangers au corps social. De Proudhon au productivisme soviétique en passant par l'ouvriérisme des partis communistes du XXe siècle, ça fait beaucoup de mots compliqués. Ouais, c'est Comment vrai. cette idéologie a-t-elle pu être récupérée par des groupes xénophobes et nationalistes pour se constituer une aile sociale? Et pourquoi la gauche, qui tente de réhabiliter le Productiviste. productivisme, doit être combattue? Pierre-Joseph Proudhon, souvent considéré comme l'un des pères de la pensée socialiste, incarne une contradiction majeure. Son rejet du capitalisme financier s'accompagne d'une célébration du petit producteur artisan ou paysan propriétaire enraciné dans son territoire. Cette vision, en apparence émancipatrice, s'accompagne d'une méfiance envers ceux qui ne participent pas directement à la production. Les rentiers, souvent associés au stéréotype du juif errant cosmopolite et sans patrie, et dans une certaine mesure, les étrangers perçus comme une main-d'œuvre concurrente. Le producérisme proudhonien, bien que anticapitaliste, véhicule ainsi un conservatisme social, notamment dans sa vision du rôle de la femme, et cette ambiguïté persistera. Alors, je vois qu'il est toujours et encore question de vieux types obscurs. Je dis pas ça pour toi, parce que je sais que ton évolution est notable. Merci. Mais et dis-moi plutôt, comment ce producérisme est-il passé des milieux socialistes aux conservateurs? Après la défaite de la tendance proudhonienne face à Marx, ce producérisme a migré vers les cercles cherchant une troisième voie, rejetant à la fois la bourgeoisie libérale et la gauche internationaliste accusée d'affaiblir la nation. Il deviendra ainsi l'aile sociale de la réaction avant d'évoluer vers le fascisme qui va alors prôner l'apaisement entre les patrons et les travailleurs pour le redressement national. Pourtant, les socialistes et communistes n'abandonneront pas totalement cette vision, ils la réagenceront en sacralisant la figure du travailleur productif. Ce culte laissera des traces, notamment dans la volonté de rivaliser avec le capitalisme sur son propre terrain, celui de l'efficacité économique. L'URSS poussera cette logique à l'extrême avec son culte de la production de masse. Et donc, quel lien avec notre époque? Pour comprendre les effets actuels, il faut revenir à l'Alliance
tacite d'après-guerre entre les gaullistes et les communistes, scellé par le programme du CNR. Ce pacte instaure un État-providence, mais introduit aussi inconsciemment un vieux rêve d'une symbiose entre producteurs et employeurs. Les communistes, partageant une vision productiviste, ne verront pas ce glissement idéologique. En se focalisant sur la lutte économique, la gauche a abandonné le terrain culturel et symbolique, laissant la droite populiste élaborer son discours social de façade teinté de paternalisme patronal. Cette obsession productiviste a ancré l'idée que la valeur d'un individu dépend de sa contribution matérielle à l'économie. Dès lors, une période de crise, les chômeurs précaires ou immigrés récents sont perçus comme des parasites, un vocabulaire que l'extrême droite a vite récupéré. Le FN dans le sillage du RPR ne s'est pas contenté d'endosser l'étiquette de droite sociale, il a racialisé le discours producériste. Alors que faire? La gauche doit rompre avec cet héritage producériste qui, sous des apparences progressistes, a servi de cheval de Troie à des idées réactionnaires. Cela implique de cesser de sacraliser l'ouvrier masculin industriel comme seul sujet révolutionnaire, de réinvestir le champ culturel et de contrer l'extrême droite sur des questions identitaires. Car tout ce qui est récupérable finit par être récupéré. Exactement. Et ça me fait penser à ce qu'on a vécu le 1er mai. Exactement. On Exactement. vous racontera Plus tard, quand on aura de... Voilà. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Donc on s'était arrêté à 2005, une période charnière dans la continuité de la confusion, parce qu'elle semble être même au sommet de l'État, quoi. Exactement. Et justement, on en parlait la dernière fois avec Rêve, tu faisais justement le lien en disant que cette confusion était verticale et qui se passait plutôt derrière les fagots, dans des alcôves, et que c'était vraiment institutionnel. Et à partir de 2005 et le début d'Internet, qui est notre époque là, tu m'avais dit la dernière fois, là, ça s'est horizontalisé. Oui. En fait, c'est plus une apparition qu'une substitution. C'est-à-dire que la confusion a été entretenue par des figures qui sont des figures nationales plutôt, et qui avaient le pouvoir, qui étaient au sommet de l'État. On a parlé de Napoléon, il a eu le pouvoir. On a parlé de De Gaulle, il a eu le pouvoir. On a parlé de Mitterrand, il a eu le pouvoir. Même jusqu'à Chirac, avec sa trahison de 2002, il ne faut pas l'oublier. Il avait dit votre vote m'oblige. Il devait avoir un gouvernement d'union nationale. Il ne l'a pas fait. Il a gouverné à droite alors qu'il était battu. Mais c'est la même chose avec Macron et son vote m'oblige également. Mais à partir de 2005, ce qui s'est passé notamment entre 2005 et 2008, surtout la trahison de 2008, quand les Français se sont rendus compte que effectivement leur expression directe de leur volonté du souverain qui est le constitué, du nom qui était très clair, Sarkozy l'a détourné en passant par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, qui ont validé à 92% de ratifier le traité cette fois-ci de Lisbonne. Qui avait été rejeté par les Français. À partir de là, il y a eu une éclosion un peu partout de nouvelles figures décentralisées qui n'appartenaient pas aux partis politiques, qui n'avaient pas forcément des ambitions affichées de conquérir le pouvoir étatique de la Ve République, devenir des présidents de la République, mais qui voulaient, dans des critiques de la Constitution et dans des critiques de défiance, comme ce dont je parlais tout à l'heure, envers la classe politique qui était le plus pourri, ils sont pareils, la gauche et la droite, c'est exactement la même chose. C'est comme ça qu'ont émergé, par exemple, des gens comme Étienne Chouard. Chouard, il a pu prospérer par la critique de la faiblesse des institutions, que la Ve République, pouvant détourner la voix des citoyens, il fallait refaire une nouvelle constitution qui protège beaucoup mieux les voix des citoyens. C'est pas un peu comme les années 30 ? Exactement. On est dans la même période de flou où effectivement les acteurs, on a parlé des ligues tout à l'heure, ou des acteurs comme ça qui sont des acteurs partis politiques, para-institutionnels, effectivement, émergent. Et on a un besoin de clarification, mais on est quand même toujours dans un moment trouble jusqu'à, on va dire, avec Sarkozy. Exactement. Justement, toutes ces personnes-là se sont présentées comme
comment te dire ça, voulons faire de l'éducation populaire et travaillant, tu sais, la métapolitique. Et la personne la plus symbolique à cette époque-là, c'était Soral, qui débarque justement au moment où les lignes de fracture entre gauche et droite, beaucoup de personnes se posent la question là. Et je me souviens, la vidéo dans laquelle il a pop-up, c'était une vidéo où il expliquait quand Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se sont mariés. Et lui disait, regardez, ils se sont mariés, vous avez la reine, de mémoire, hein, la reine du showbiz de la gauche caviar sympa, qui se marie avec le représentant de la droite libérale la plus dure. Et en gros, il disait que le système, c'est ça. Sauf simplement que Nicolas Sarkozy l'assumait, alors que les autres, tout se passait derrière. Et ça, fragmenté. Et parce qu'il faut toujours un tout petit peu symboliser ces fractures-là. Et après, derrière, la culture Internet, et on voit petit à petit des boutiques se créer. Franck Lepage, oui. voilà, qui apparaît avec ses conférences gesticulées, qui bien de gauche et qui était pote avec Chouard, et qui ont mis du temps à le lâcher. Ruffin vient de là. Oui. Ruffin vient de là. Ruffin, la clique autour de Daniel Mervel. Exactement, ils viennent de là. Il n'y a pas aussi la laïcité comme élément central à un moment donné de la confusion? Exactement. Et il y a aussi la laïcité, justement, qui est reprise, parce que tout à l'heure, quand on parlait de la loi de 1905, la laïcité a été gagnée de haute lutte et quasiment comme une loi antiraciste. Et cette loi, de façon anachronique, je dis antiraciste, mais pour moi, c'était une loi antiraciste, en fait, à l'époque. En tout cas, il y a un mouvement antiraciste qui a porté justement cette loi-là. Et on voit cette laïcité-là, qui était progressiste et qui libérait les gens, être aujourd'hui utilisée contre nous. Mais beaucoup de personnes sont étonnées, mais je tiens à rappeler aussi que un des angles morts de la gauche, c'est que la laïcité ne s'appliquait pas dans les colonies. Le concordat, je crois qu'il y a des relents de concordat encore en Guyane. Donc, ce n'est pas étonnant que la laïcité est aujourd'hui utilisée comme une arme raciste. Parce que, à cette époque-là, la laïcité n'a pas été amenée dans les colonies. Oui. Et en fait, ce point est important sur la question de la laïcité, parce que la laïcité de 1905 est une laïcité qui arbitre la présence blanche en métropole. C'était entre les factions donc du corps majoritaire national et qui se battaient pour savoir qui est-ce qui va avoir le pouvoir, est-ce que c'est l'Église, est-ce que c'est les autres, etc. Et comme aussi bien en colonie que dans les périphéries de l'Empire, là où il y a les basanés, les noirs et autres, ils ne sont pas là. Donc la question ne se pose pas de savoir la laïcité, est-ce que ça s'applique à eux. Mais dès lors que la laïcité est reconvoquée dans une période post-indépendance des colonies avec une présence de l'immigration sur place, il faut composer avec une partie du corps qui n'appartenait pas au corps national et qui est là. Et donc, va se poser la question de savoir comment articuler la question de la laïcité avec ces présences-là, notamment la présence musulmane. Et comme le nationalisme est toujours bruyant en France et que le suprémacisme blanc est toujours là, la laïcité a été totalement dévoyée et on voit bien que la laïcité est une arme d'exclusion. Et c'est pas pour rien que des acteurs comme quelqu'un comme Laurent Bouvet, qui a permis l'émergence idéologiquement et matériellement de la sécurité d'un courant, pour moi, d'un courant d'extrême droite qui est le printemps républicain et pourtant qui est d'inspiration, on va dire, socialiste. On a vu, ils ont été institués par les socialistes. Et l'émergence de ce courant-là permet d'expliquer comment il peut y avoir autant de circulation entre des personnages et des discours d'extrême droite avec la gauche dans une période de totale confusion comme l'on l'a aujourd'hui. Et donc, la confusion, on pourrait dire, c'est ce qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et on a un très bel exemple ici à Nantes. Si tu pourrais me dire quelques mots pour finir. Oui, voilà. Nous, on a aussi, on a parlé de la France, on a parlé du monde entier, mais on a un exemple local parce que justement, les municipalités, elles sont souvent assez neutres. Et c'est le premier échelon de la démocratie et on le voit ici à Nantes avec le numéro 2 de la mairie qui est au printemps républicain et qui, avec un discours sécuritaire qui flirte vraiment avec la zone rouge, crée la confusion à Nantes. Et on a des contrôles au faciès alors qu'on est dans une ville de gauche et de loin, tout le monde voit la mairie comme une mairie très progressiste. Alors que non, en fait, la mairie aujourd'hui organise la confusion.
Et donc, à qui, on avait une question, à qui profite la confusion? Si on devait répondre à cette question, qu'est-ce qu'on dirait? Au statu quo. Au statu quo. Et j'aimerais aussi... Donc, ça dessert les marges. Exactement. Et c'est pour ça que, comme à l'époque de Dreyfus, il faudrait repenser l'antiracisme. Il faudrait que l'antiracisme serve justement à faire sauter ce statu quo. Très bien. La clarification viendra des marges. La clarification viendra des marges. Et voilà, bon c'est le mot de la fin, c'est fini. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. On se retrouve le mois prochain, même heure, même énergie. D'ici là, vous pourrez retrouver très vite le podcast de cette émission sur Radio Prune, mais aussi sur d'autres plateformes. En attendant, restez critiques, restez attentifs et surveillez vos angles morts. Et n'oubliez pas, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'était Angle mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.